Maman est dans la voiture. Les pompiers n'ont pas écouté la petite fille, jusqu'à ce que le père célibataire concierge révèle le vrai sens du courage et de l'amour. Prenez quelques secondes pour vous abonner à la chaîne, cela permet à YouTube de comprendre que vous aimez ce type de contenu et de vous en recommander davantage. Passons à l'histoire. Il était 23h47 lorsque Michel Dubois rangea le chariot de nettoyage dans le petit débarras du 18e étage. Son corps lui faisait mal, mais la pensée de sa fille endormie à la maison alimentait sa détermination. Il frotta ses mains calleuses sur son uniforme gris, où le nom de l'entreprise de nettoyage était brodé en lettres déjà passées. L'étiquette avec son nom, Michel, était presque illisible après des années d'usage. L'immeuble de verre à la Défense, le cœur financier de Paris, devenait méconnaissable la nuit. Le jour, des cadres en costumes italiens et des femmes en talons qui coûtaient plus que son salaire mensuel passaient dans les couloirs de marbre. La nuit, il ne restait que les concierges, les agents de sécurité et le silence. Michel avait 29 ans, mais les rides prématurées sur son visage racontaient une histoire de plus longue durée. 6 ans auparavant, lorsque Sophie était née avec une cardiopathie congénitale rare, son épouse n'avait pas supporté la pression et était partie, ne laissant qu'une note et un vide qu'il tentait de combler par des heures supplémentaires et des week-ends de garde. 3 emplois mal payés lui permettaient tout juste de joindre les deux bouts, concierge de nuit dans le quartier d'affaires, livreur pour application les matins de week-end, et aide dans un garage mécanique les mercredis et jeudis. Son studio de 38 mètres carrés en banlieue était petit, mais propre et bien organisé. Il avait lui-même peint le mur de la chambre de sa fille en lilas, sa couleur préférée. « Monsieur Dubois, tout est en ordre pour aujourd'hui ?» demanda Claude, l'agent de sécurité de nuit, un homme d'une soixantaine d'années qui gardait toujours la moitié de son casse-croûte pour Michel. « Tout va bien, monsieur Claude. Madame Gauthier des RH a encore renversé du café sur sa moquette, mais j'ai réussi à enlever la quasi-totalité. Elle ne remercie même pas, n'est-ce pas ?» Michel sourit. « Ça fait partie du boulot. À demain. » En marchant vers l'arrêt de bus, il vérifia son téléphone portable. Un message de Madame Martine, la voisine qui gardait Sophie quand il travaillait la nuit, elle est déjà endormie. La fièvre n'est pas revenue. Le médicament est terminé. Michel sentit son estomac se nouer. Le médicament pour le cœur coûtait près d'un tiers de son salaire mensuel, et l'ordonnance devait être renouvelée dans 2 jours. L'assurance maladie avait refusé de prendre en charge le traitement expérimental recommandé par le médecin, invoquant un manque de preuves scientifiques concluantes. Comme si le cœur de sa fille battant irrégulièrement n'était pas une preuve suffisante. Le vent froid de juin lui mordait les joues tandis qu'il montait la rue vers l'arrêt. C'est alors que l'odeur acide envahit ses narines. Fumée. Pas la fumée habituelle de Paris au gaz d'échappement et pollution. Quelque chose de plus intense, chimique. Il tourna au coin de la rue et vit une Rolls-Royce fantôme noire, encastrée dans un poteau, des flammes sortant du moteur. Autour, une petite foule se formait, tenue à distance par 3 pompiers qui gesticulaient. Et puis il la vit une fillette d'environ 8 ans, robe violette froissée, cheveux noirs en queue de cheval défaite. Elle criait, essayant de franchir la barrière humaine que les pompiers formaient. « Maman est dans la voiture. S'il vous plaît. Maman est à l'intérieur. » Quelque chose dans cette voix déchira la poitrine de Michel. C'était le même désespoir qui le hantait dans ses cauchemars, où Sophie l'appelait et il ne parvenait pas à l'atteindre. 16 heures auparavant, dans un triplex du 16e arrondissement, Hélène Vallon révisait des contrats tout en prenant son petit déjeuner. À 27 ans, elle dirigeait déjà Valontech, une entreprise de sécurité numérique évaluée à des milliards, qu'elle avait héritée et développée après la mort de ses parents dans un accident d'avion 8 ans plus tôt. « Tati, tu m'emmènes à l'école aujourd'hui ?» La douce voix de Louise, sa nièce de 8 ans, interrompit ses pensées. Depuis que sa sœur cadette était morte d'un cancer il y a 3 ans, Hélène avait pris la garde de la fillette. « Excuse-moi, ma puce, j'ai une réunion à 7h30. Mais je promets de venir te chercher personnellement aujourd'hui. Nous pourrons dîner dans ce restaurant italien que tu adores. » Les yeux de Louise brillèrent. « Tu promets de ne pas annuler cette fois ?» Hélène sentit une pointe de culpabilité. Au cours des dernières semaines, elle avait annulé 3 engagements avec sa nièce en raison d'urgence dans l'entreprise. « Je le promets. Même si le monde s'écroule, je serai là à 17h précise. » La vérité qu'Hélène n'admettait jamais était que, malgré toute sa fortune et son influence, elle vivait dans la peur. Peur d'échouer avec Louise comme elle sentait qu'elle avait échoué avec sa sœur,
morte seule dans un hôpital pendant qu'Hélène finalisait un contrat international. Peur de perdre la seule famille qui lui restait. Cet après-midi-là, son assistante personnelle entra dans la salle de réunion avec une expression inquiète. « Mademoiselle Vallon, l'école de Louise a appelé. Elle a de la fièvre et doit être récupérée. » Hélène regarda les 12 cadres autour de la table. « Messieurs, nous devons reporter. Urgence familiale. » Sans attendre de réponse, elle prit son sac et sortit. À l'école privée de Neuilly-sur-Seine, elle trouva Louise à l'infirmerie, les joues rougies par la fièvre. « Pardon, Tati. Je sais que tu avais une réunion importante. » Hélène serra sa nièce dans ses bras. « Rien n'est plus important que toi. » Sur le chemin du retour, elles s'arrêtèrent à la pharmacie pour acheter le médicament contre la fièvre, puis Hélène décida de tenir sa promesse du dîner italien, même si Louise était malade. « Nous ne resterons qu'un peu de temps, d'accord ? Tu dois te reposer. »« Tati, pourquoi ne parles-tu jamais de maman ?» demanda Louise en jouant avec la paille de son jus. La question prit Hélène au dépourvu. « Ça fait mal de parler d'elle, ma puce. Ça fait mal. » « De ne pas en parler aussi, » répondit Louise avec une sagesse qui ne correspondait pas à son âge. Hélène sentit ses yeux picoter. « Tu as raison. Qu'est-ce que tu veux savoir ?» Pendant près de 2 heures, Hélène partagea des histoires de leur enfance, comment la mère de Louise, Caroline, protégeait toujours Hélène des brutes de l'école, même étant la plus jeune, comment elle construisait des cabanes avec des draps dans le salon, comment Caroline avait affronté la maladie avec dignité jusqu'au dernier jour. Quand elles quittèrent le restaurant, il était déjà plus de 22 heures. « Nous sommes restés plus longtemps que prévu, » dit Hélène, aidant Louise à monter dans la Rolls-Royce fantôme noire. « Mais ça en valait la peine. » Louise posa sa tête sur l'épaule de sa tante. « Est-ce que je peux t'appeler maman parfois? Juste quand nous sommes seuls ?» Hélène déglutit la boule dans sa gorge. « Oui, mon amour. Chaque fois que tu le souhaites. » Le chauffeur avait appelé plus tôt pour signaler qu'il avait la grippe, alors Hélène conduisait elle-même, chose rare. Alors qu'elles attendaient au feu, à quelques pâtés de maison de l'appartement, Louise s'endormit. Hélène sourit en regardant sa nièce dans le rétroviseur. C'est alors qu'elle remarqua l'odeur. Quelque chose qui brûlait. Du plastique, peut-être. Le tableau de bord de la voiture commença à clignoter de manière erratique. Avant qu'elle ne puisse comprendre ce qui se passait, une petite explosion vint du capot. L'airbag se déclencha, la projetant contre le dossier. « Louise » cria-t-elle, se tournant vers le siège arrière tandis que de la fumée commençait à envahir l'intérieur du véhicule. « Tati !» La fillette s'était réveillée, effrayée. « Sors par l'autre côté. Vite !» Hélène essaya de détacher sa ceinture de sécurité, mais le mécanisme s'était bloqué avec l'impact. La portière du conducteur était enfoncée contre le poteau. La fumée dense rendait la respiration difficile. « Louise, sors et demande de l'aide. » La fillette réussit à ouvrir la portière arrière et à s'échapper. Hélène vit dans le rétroviseur les flammes grandir sous le capot. La panique monta dans sa gorge tandis qu'elle tirait frénétiquement sur la ceinture qui refusait de se libérer. Les mains tremblantes, elle tenta d'atteindre son sac où elle gardait un petit couteau suisse, mais n'y parvint pas. Pour la première fois depuis qu'elle dirigeait Vallontech, Hélène se sentit complètement impuissante. La fumée s'épaississait à chaque seconde. Ses yeux lui brûlaient. La ceinture restait coincée. Et puis, comme une prière désespérée, elle pensa, s'il vous plaît, que quelqu'un sauve Louise. Michel observait la scène, sentant l'odeur de caoutchouc brûlé devenir plus intense. Les pompiers maintenaient la distance, l'un d'eux parlant à la radio, un autre contrôlant la foule, le troisième préparant un extincteur. « Le réservoir peut exploser à tout moment, » disait l'un d'eux. « Nous avons besoin du camion avec l'équipement spécial. » Protocole de sécurité. La fillette continuait de crier, luttant pour passer, les larmes laissant des traces sur son visage noirci par la suie. « S'il vous plaît. Ma maman va mourir. » Michel vit le feu grandir sous le capot. Il vit le visage terrifié à l'intérieur de la voiture. Il vit les pompiers attendre. 30 secondes. 40. La vie mesurée en instants. « Pourquoi ne faites-vous rien ?» La voix de la fillette se brisa de désespoir. À ce moment-là, Michel ne réfléchit pas. Son corps se déplaça par instinct, le même instinct qui le réveillait à 3 heures du matin quand Sophie avait du mal à respirer. Il poussa la foule,
dépassa les pompiers surpris et courut vers la voiture. « Et revenez ici !» cria un pompier. « C'est beaucoup trop dangereux. » La chaleur était intense même à quelques mètres de distance. En arrivant au véhicule, il vit la femme coincée. Leurs yeux se croisèrent, peur, surprise, gratitude tout en une fraction de seconde. Michel regarda autour de lui, désespéré de trouver un outil. Il vit l'un des pompiers tenant une petite pince coupante. Sans y penser à deux fois, il fit demi-tour en courant, l'arracha des mains de l'homme stupéfait et retourna à la voiture. La portière du conducteur était enfoncée contre le poteau. Il courut vers le côté passager. La chaleur faisait fondre la semelle de ses baskets bon marché tandis qu'il essayait d'ouvrir la porte. Il y parvint. La fumée l'engloutit, le faisant tousser violemment. La ceinture, parvint-elle à dire entre deux quintes de tout. Michel utilisa l'outil pour couper la ceinture de sécurité. Ses mains, renforcées par des années de nettoyage, de frottage et de portage, agrippèrent la femme par les bras et la tirèrent dehors. Elle était légère ou peut-être était-ce l'adrénaline. La portant, il s'éloigna le plus vite possible. Il s'était à peine éloigné de 20 mètres lorsque le réservoir de carburant explosa. L'onde de chaleur les frappa dans le dos, les projetant au sol. Michel protégea le corps de la femme avec le sien tandis que des fragments chauds pleuvaient autour. Pendant un instant, il n'y eut que le crépitement des flammes et les sons lointains de sirènes. Puis, la fillette en robe violette courut vers eux. « Maman! Maman !» La femme, toussant toujours, serra l'enfant dans ses bras. « Je vais bien, mon amour. Je vais bien. » Les pompiers arrivèrent en courant, ainsi que des ambulanciers. L'un d'eux tira Michel par les épaules. « Vous auriez pu mourir. À quoi pensiez-vous » Michel regarda la femme et la fillette enlacées. « Je ne pensais pas, » répondit-il simplement. « J'ai juste fait ce qu'il fallait faire. » Lorsqu'une ambulancière tenta de l'examiner, Michel refusa. « Je vais bien. Je dois rentrer chez moi. Ma fille m'attend. » Mais en essayant de se lever, il réalisa que ses mains étaient brûlées et que la semelle d'une de ses baskets avait partiellement fondu. L'adrénaline commençait à retomber, et la douleur se faisait sentir. « Vous devez aller à l'hôpital » insista l'ambulancière. Avant qu'il ne puisse protester à nouveau, la femme qui l'avait sauvé s'approcha, appuyée sur un ambulancier. Son visage était maculé de suie, mais Michel put voir qu'elle était jeune et incroyablement belle, même dans ces circonstances. « Quel est votre nom » demanda-t-elle, la voix encore rauque. « Michel. Michel Dubois. Mich. Elle, je suis Hélène Vallon. Vous venez de me sauver la vie. S'il vous plaît, laissez les médecins prendre soin de vous. Je ferai en sorte que votre fille sache où vous êtes. » Il y avait dans sa voix une autorité qui n'admettait pas de refus. Michel hocha la tête, se sentant soudainement épuisé. Alors qu'il était placé dans l'ambulance, il vit la femme Hélène serrer la fillette en robe violette dans ses bras. L'enfant le regarda par-dessus son épaule et articula un « merci » silencieux. Ce fut sa dernière pensée avant que l'épuisement ne le submerge. Sophie aurait besoin de quelqu'un comme lui un jour. Quelqu'un qui n'attendrait pas les protocoles lorsque son cœur aurait besoin d'aide. Et si Hélène était là, maman, de cette fillette, pourquoi les pompiers n'avaient-ils pas agi plus vite? Commentez ci-dessous un seul mot qui décrirait ce que vous feriez à la place de Michel. Courage? Hésitation? Peur? La lumière blanche de l'hôpital agressait les yeux de Michel lorsqu'il se réveilla enfin. Ses mains étaient bandées, et un sérum s'écoulait lentement dans son bras. Pendant un instant, la panique le domina au Sophie. Mais il vit alors sa fille endormie dans un fauteuil à côté du lit, couverte d'une couverture d'hôpital. Madame Martine était assise à côté d'elle, tricotant. « Elle n'a pas voulu partir » murmura la dame, remarquant qu'il s'était réveillé. « Elle a dormi là. »« Combien de temps ?»« Presque 2 jours, mon fils. Vous avez respiré beaucoup de fumée. Mais le médecin a dit que vous vous rétablirez vite. » Michel essaya de s'asseoir, sentant des douleurs dans le dos. « Comment avez-vous su ?» Madame Martine sourit. « Une dame très élégante est venue nous voir à la maison. Elle a envoyé une voiture nous chercher et nous a amenés ici. Elle a payé une chambre particulière pour vous et tout. C'est dans le journal, vous savez. Concierge héroïque sauve milliardaire femme d'affaires. » Michel secoua la tête, confus. « Milliardaire ?» La porte de la chambre s'ouvrit doucement,
et Hélène entra. Sans la suie et le désespoir, elle paraissait encore plus jeune que Michel ne l'avait imaginé. Elle portait des vêtements simples aux gens et une chemise blanche, mais Michel reconnut la marque Cher. Ses cheveux bruns étaient attachés en un chignon informel. « Vous êtes réveillé ?» dit-elle, avec un sourire prudent. « Comment vous sentez-vous » ? « Comme si j'avais couru dans une voiture en flammes, » répondit-il, essayant de sourire. Hélène rit doucement, puis redevint sérieuse. « Vous m'avez sauvé la vie. Les pompiers ont dit que 30 secondes de plus et... » Elle laissa la phrase inachevée, regardant la fillette endormie. « Je ne sais pas comment vous remercier. Ce n'est pas nécessaire. N'importe qui aurait fait la même chose. » Non, elle secoua la tête, n'importe qui ne l'aurait pas fait. Les pompiers étaient là, et ils n'ont rien fait. Un silence inconfortable s'installa entre eux. Hélène regarda Madame Martine, qui comprit le message. « Je vais emmener la petite manger quelque chose à la cafétéria, » dit la dame, réveillant doucement Sophie. Quand la fillette vit que son père était réveillé, ses petits yeux s'écarquillèrent. « Papa !» Elle courut jusqu'au lit, le serrant dans ses bras avec précaution. « Tu es un héros. Tu es passé à la télévision et tout. » Michel embrassa le sommet de la tête de sa fille. « Je vais bien, princesse. Va avec Madame Martine manger quelque chose, d'accord ? Nous parlerons davantage plus tard. » Quand ils furent seuls, Hélène s'assit sur la chaise à côté du lit. « Elle est magnifique, » commenta-t-elle. « Quel âge a-t-elle ? » 6 ans. Presque 7. Michel hésita. « Votre fille est très belle aussi. » Hélène parut confuse un instant, puis comprit. « Louise n'est pas ma fille. C'est ma nièce. Elle m'appelle maman parfois parce que, eh bien, parce qu'elle a perdu ses parents. Je suis désolé. Moi aussi. Sa sœur avait aussi une maladie cardiaque, vous savez ? Complication congénitale. » Hélène fixa ses propres mains un instant, puis leva les yeux. « J'ai parlé au médecin. Ils m'ont parlé de la condition de votre fille. » Michel se tendit. « Ils vous ont dit ? Je suis désolé. J'avais besoin de savoir qui vous étiez. Et maintenant, je dois vous rendre ce que vous avez fait pour moi. » Elle sortit une pochette de son sac. « Je veux payer le meilleur traitement pour votre fille. Les meilleurs médecins, les meilleurs hôpitaux. Où que ce soit. » Elle lui tendit un chèque. Michel vit le montant et faillit s'étouffer. 500 000 €. C'est, je ne peux pas accepter. S'il vous plaît. C'est moins que ce que vaut ma vie. Michel sentit son visage rougir. La honte luttait contre la fierté, qui à son tour luttait contre l'amour paternel. Cet argent signifiait un traitement que l'État ne couvrirait pas. Cela signifiait l'espoir. Mais cela signifiait aussi la charité. Cela signifiait que lui, après des années à se battre pour prendre soin de Sophie seule, était en train d'échouer. « Je ne l'ai pas fait pour l'argent, » dit-il finalement, repoussant le chèque. « Je sais. C'est pour ça que je veux aider. » À ce moment-là, le portable de Michel sonna. C'était le seul objet qui avait survécu relativement intact. Hélène le prit sur la table à côté et le lui tendit. Michel répondit avec difficulté à cause des bandages. « Papa ? Le médicament pour le cœur est arrivé ? Je me sens encore étourdi. » Le cœur de Michel se serra. « Calme-toi, princesse. Madame Martine va t'emmener à la pharmacie maintenant, d'accord ? Papa t'aime. » Il raccrocha, évitant le regard d'Hélène. Comment expliquer qu'il n'avait pas d'argent pour le médicament ? Qu'il avait choisi de payer le loyer plutôt que le médicament ce mois-ci, pariant que le salaire supplémentaire de livreur arriverait à temps ? « Michel, » la voix d'Hélène était douce mais ferme, « laissez-moi payer le traitement de votre fille. Ce n'est pas de la charité. C'est la justice. Vous avez risqué votre vie pour ma famille. Laissez-moi faire quelque chose pour la vôtre. » Il hésita, la fierté luttant contre l'amour paternel. « Je m'occupe de ma fille, » répondit-il, mais sa voix se brisa. Hélène hocha la tête, respectant sa position. « Réfléchissez-y. Je serai là quand vous changerez d'avis. » Quand elle sortit, Michel réalisa qu'elle avait laissé le chèque sur la table. En essayant de le ranger dans le tiroir, il fit tomber son portefeuille. Un papier tomba au le reçu d'une consultation médicale refusée faute de paiement.
le spécialiste qui pourrait réaliser la chirurgie expérimentale dont Sophie avait besoin. Michel tenait le reçu froissé dans une main et le chèque dans l'autre. Des larmes qu'il n'avait pas versées depuis des années coulèrent silencieusement sur son visage. 3 jours plus tard, il sortit de l'hôpital. À sa surprise, le médecin lui-même lui dit que la facture avait été réglée. Au comptoir de sortie, une assistante lui remit une enveloppe. À l'intérieur, une carte avec le numéro personnel d'Hélène Vallon et une note. « Quand vous serez prêt à parler, appelez-moi. Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de seconde chance. Pour nous tous. » Michel rangea la carte dans sa poche et prit un taxi pour rentrer chez lui. Un autre luxe qu'il ne pouvait pas se payer, mais Hélène avait aussi laissé de l'argent pour cela. Lorsqu'il arriva dans son petit appartement, il trouva Sophie à la table, en train de dessiner. « Qu'est-ce que tu fais, princesse ?»« Un dessin de la jolie dame qui t'a sauvée. » Michel fronça les sourcils. « C'est moi qui l'ai sauvée, tu te souviens ?» Sophie sourit, ce sourire qui transformait la fatigue en force. La maîtresse a dit que parfois sauver et être sauvé arrivent en même temps. Michel regarda le dessin enfantin, une femme aux cheveux bruns tenant la main d'un homme en uniforme gris. Entre eux, 2 petites filles. Une famille improvisée, dessinée avec la logique incontestable de l'enfance. Il s'assit lourdement sur le canapé, épuisé physiquement et émotionnellement. Dans sa poche, la carte avec le numéro d'Hélène semblait peser 1 tonne. Hélène était assise dans son bureau panoramique au 32e étage, les lumières de la ville s'étendant à perte de vue. Il était presque minuit, mais elle ne pouvait pas rentrer chez elle. Pas après être passée par l'étage où les concierges de nuit travaillaient et n'avoir pas trouvé Michel. Une recherche discrète avait révélé tout sur lui, 29 ans, abandonné par sa femme lorsque sa fille était née avec des problèmes cardiaques, travaillant à 3 emplois différents, vivant dans un petit appartement de la banlieue. Il payait régulièrement un plan de santé de base pour sa fille, même s'il devait souvent choisir entre les médicaments et d'autres nécessités. « Pourquoi n'acceptez-il pas mon aide ?» se demanda-t-elle à voix haute. « Peut-être pour la même raison que vous n'accepteriez pas la sienne », répondit Louise, qui était entrée silencieusement dans le bureau dans son pyjama de licorne. Hélène sourit. « Que fais-tu debout si tard, ma puce ? Je n'arrive pas à dormir quand tu n'es pas à la maison. » Louise grimpa sur les genoux de sa tante. « Tu penses à l'homme qui t'a sauvé, n'est-ce pas ? » « Oui. Il a l'air triste. Comme toi avant de sourire davantage. » Hélène serra sa nièce dans ses bras, pensant à la façon dont les enfants voyaient à travers les couches de sophistication adulte. Depuis l'accident, elle se surprenait à penser constamment à Michel. Non seulement par gratitude, mais par curiosité. Quel genre d'homme risque sa propre vie pour une inconnue ? Le lendemain matin, elle prit une décision. Au lieu de demander à son chauffeur de la conduire directement au siège de l'entreprise, elle demanda à passer devant l'immeuble où Michel travaillait comme concierge. Pas pour le confronter, juste pour le voir, peut-être pour mieux comprendre. Le hasard voulut qu'ils se rencontrent à la porte principale. Il sortait après son service de nuit, l'expression épuisée mais digne. Leurs regards se croisèrent, et pendant un instant, aucun des deux ne sut quoi dire. « Vous n'avez pas appelé ?» dit-elle finalement. Je ne savais pas quoi dire. Comment va votre fille ? Un léger sourire adoucit les lignes de fatigue sur son visage. Mieux. Les médicaments que vous avez envoyés, merci pour ça. Hélène ne mentionna pas qu'en plus des médicaments, elle avait contacté le spécialiste dont elle avait trouvé le reçu parmi les affaires de Michel à l'hôpital. Le médecin était maintenant disposé à effectuer la chirurgie sans frais, dans le cadre d'une recherche expérimentale, financée par la Fondation Vallon. « Puis-je vous offrir un café ?» demanda-t-elle, se surprenant elle-même. Juste un café. Sans chèque, sans obligation. Michel sembla hésiter, puis acquiesça. Un café. Dans le petit café du coin, ils s'assirent à une table éloignée. Hélène commanda un espresso, Michel, un café au lait. Pendant quelques minutes, ils restèrent silencieux, observant la ville se réveiller dehors. « Pourquoi avez-vous fait ça ?» demanda-t-elle finalement. « Risquer votre vie pour une inconnue ?» Michel réfléchit à la question, remuant son café lentement. « J'ai vu votre nièce crier pour vous. J'ai entendu le désespoir dans sa voix. J'ai une fille. Je comprends ce genre de désespoir. » Hélène sentit quelque chose de chaud et inconfortable dans sa poitrine. Les pompiers ont dit qu'ils suivaient les protocoles.
Les protocoles ne consolent pas un enfant qui perd sa mère. Ou quelqu'un qu'elle appelle maman. Michel but une gorgée de café. Pourquoi êtes-vous venu me chercher aujourd'hui? Ce fut au tour d'Hélène d'hésiter. Pour comprendre pourquoi quelqu'un comme vous ferait ce que vous avez fait. Quelqu'un comme moi. Un concierge. Quelqu'un qui a du mal à payer ses propres factures, risquant tout pour quelqu'un qu'il ne connaît même pas. Michel sourit, un sourire triste qui n'atteignait pas ses yeux. Peut-être parce que je ne vois pas les gens comme quelqu'un comme vous ou quelqu'un comme moi. Je vois juste des personnes. La sincérité de cette réponse frappa Hélène comme un coup de poing à l'estomac. Combien de fois avait-elle croisé Michel dans les couloirs de l'immeuble sans vraiment le voir? Combien de fois avait-elle réduit les gens à leur fonction, le concierge, la réceptionniste, le livreur? J'étais comme ça avant, avoua-t-elle. Avant de perdre mes parents. Avant de perdre ma sœur. Je pensais que l'argent et le pouvoir étaient les seules choses qui comptaient. Et maintenant? Hélène regarda par la fenêtre, vers la ville qui s'éveillait. Maintenant, je sais que la seule chose qui compte, c'est ont les gens que nous aimons. Et les choix que nous faisons pour eux. Elle reporta son regard sur Michel. Comment votre fille gère-t-elle sa maladie cardiaque? Le visage de Michel s'illumina en parlant de Sophie. Il raconta à quel point elle aimait dessiner, comment elle était la première à aider ses camarades en difficulté à l'école, comment elle demandait si elle pouvait lui garder un morceau de gâteau après les fêtes d'anniversaire. Elle a un grand cœur, dit-il, ironiquement. Hélène sourit. Tout comme son père. Ils parlèrent pendant près d'une heure. Hélène découvrit que Michel était diplômé en génie mécanique, mais n'avait jamais pu travailler dans le domaine en raison de la nécessité de s'occuper de sa fille à plein temps. Elle découvrit qu'il lisait pour Sophie tous les soirs, même épuisé après des doubles postes. Elle découvrit qu'il entretenait un petit jardin sur le balcon de l'appartement, car Sophie aimait les fleurs. Quand ils se dirent au revoir, quelque chose avait changé. Ce n'était plus une milliardaire et un concierge. C'était juste deux personnes connectées par un moment extraordinaire. Je trouverai un moyen de vous rendre ce que vous avez fait, dit Hélène. Vous l'avez déjà rendu. Vous voyez Sophie comme une personne, pas comme un cas de charité. Dans les jours qui suivirent, Hélène commença à prêter attention aux personnes qui nettoyaient son bureau, qui servaient son café, qui conduisaient sa voiture. Elle apprit leurs noms. Elle entendit leurs histoires. La dame qui nettoyait son bureau avait 3 petits-enfants qu'elle élevait seule. Le jeune homme du service de nuit étudiait le droit et rêvait de travailler dans les droits de l'homme. Une semaine après la rencontre au café, Hélène reçut un appel de l'hôpital. Sophie avait été hospitalisée pour une grave arythmie. Sans réfléchir à 2 fois, elle annula toutes les réunions et s'y rendit. Elle trouva Michel dans le couloir de l'hôpital, le visage pâle d'inquiétude. En la voyant, il parut surpris. « Comment avez-vous su ?»« J'ai mes contacts, répondit-elle. »« Comment va-t-elle ?»« Stabilisée, mais... » Michel passa ses mains dans ses cheveux, un geste de pur désespoir. Le médecin dit qu'elle a besoin de la chirurgie. Rapidement. Le spécialiste que j'ai mentionné est en route. Il va l'opérer aujourd'hui même. Michel la fixa. Pourquoi? Pourquoi faites-vous tout ça? Hélène n'avait pas de réponse toute faite. Comment expliquer que depuis l'incendie, sa vie semblait divisée en un avant et un après? Que chaque décision d'entreprise passait maintenant par le filtre d'une question, qu'est-ce que Michel ferait? Parce que vous m'avez appris à voir, dit-elle simplement. Pendant les 6 heures de chirurgie, ils attendirent ensemble. Hélène amena Louise, qui fit des dessins à donner à Sophie quand elle se réveillerait. À un moment donné, lorsque Michel alla chercher du café, Louise tira sur la manche du chemisier d'Hélène. Il a l'air moins triste maintenant, observa la fillette. Hélène sourit. Tu crois? Je crois. Et toi aussi. Lorsque Sophie sortit de la chirurgie, les médecins informèrent que l'opération avait été un succès. Elle aurait besoin d'un suivi pendant des années, mais les perspectives étaient positives. Michel pleura pour la première fois devant Hélène. Ce n'étaient pas des larmes de honte ou de frustration, mais de pur soulagement. Hélène, sans réfléchir, lui tint la main. Leurs doigts s'entrelacèrent naturellement, comme s'ils se connaissaient depuis des années. « Je veux vous offrir un emploi », dit-elle lorsqu'ils furent seuls dans la salle d'attente, tandis que Sophie dormait et que Louise avait été ramenée à la maison par sa nounou. Un emploi. Michel parut confus. Chef concierge chez Valontech.
Salaire 4 fois supérieur à l'actuel, assurance maladie premium pour vous et Sophie, horaire flexible pour que vous puissiez l'accompagner aux consultations médicales. Michel étudia son visage, cherchant des signes de pitié ou de charité. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de quelqu'un qui voit les personnes, pas les fonctions. Quelqu'un qui me rappelle de faire de même. Hélène hésita. Mais j'ai une condition. Laquelle? Vous devez m'enseigner le nom de tous les employés de nettoyage. Et je dois utiliser ces noms tous les jours. Michel sourit, un sourire sincère qui illumina son visage fatigué. J'accepte. Mais j'ai aussi une condition. Laquelle? Déjeuner avec Sophie et moi une fois par semaine. Pour qu'elle sache qu'il existe des personnes puissantes qui sont aussi bonnes. Hélène sentit quelque chose de chaud se répandre dans sa poitrine. Ce n'était ni pitié, ni charité, ni même gratitude. C'était quelque chose de plus simple et de plus profond, une connexion humaine. Marché conclu. Avez-vous déjà eu quelqu'un qui a complètement changé la façon dont vous percevez le monde? Partagez avec un mot le sentiment que cette personne éveille en vous. 3 mois s'étaient écoulés depuis que Michel avait commencé comme chef concierge chez Valontech. Le nouveau poste venait avec un bureau petit mais bien éclairé, une équipe de 20 personnes à superviser et, plus important encore, suffisamment de temps pour suivre la convalescence de Sophie. La fillette s'épanouissait. La chirurgie avait été un succès, et bien qu'elle ait encore besoin d'un suivi régulier, son énergie et sa vitalité augmentaient de jour en jour. Elle et Louise étaient devenues inséparables depuis que Michel avait commencé à amener Sophie aux déjeuners hebdomadaires avec Hélène. « Papa, tu crois que Tati Hélène nous aime vraiment ou qu'elle est juste gentille parce que tu l'as sauvée ?» demanda Sophie un soir, alors que Michel la mettait au lit. La question le prit par surprise. « Pourquoi penses-tu à ça, princesse ?» Sophie haussa les épaules. « Parce que maman est partie même si tu étais gentil avec elle. » Michel s'assit au bord du lit, le cœur serré. « Ta mère avait ses propres problèmes, chérie. Ça n'avait rien à voir avec toi ou moi. Et Hélène, je pense qu'elle nous aime pour ce que nous sommes, pas pour ce qui s'est passé. Je l'aime bien. Elle me regarde comme tu me regardes. Comme si elle me voyait vraiment. » Michel sourit, embrassant le front de sa fille. « Dors bien, mon amour. » Le lendemain matin, en arrivant au TRA. Vaille, Michel reçut un appel de l'école de Sophie. Elle s'était évanouie pendant la récréation. Son cœur s'emballa de peur. Bien que les médecins aient assuré que la chirurgie avait été réussie, il vivait avec la peur constante d'une rechute. Sans réfléchir à 2 fois, il informa son équipe qu'il devait partir et courut vers l'ascenseur. Dans le hall, il rencontra Hélène sortant d'une réunion. « Michel ? Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle, remarquant son visage pâle. Sophie s'est évanouie à l'école. Je dois y aller. Ma voiture est devant. Allons-y, il ne songea même pas à refuser. Dans la voiture, Hélène lui tint la main tandis que le chauffeur traversait la ville. Tout va bien se passer, répétait-elle, bien que son propre visage révélât de l'inquiétude. À l'école, ils trouvèrent Sophie à l'infirmerie, pâle mais consciente. En les voyant entrer ensemble, elle sourit faiblement. « Tu es venue aussi, Tati Hélène ?» Hélène s'agenouilla à côté du brancard. « Bien sûr que je suis venue. Tu m'as fait une sacrée frayeur, ma puce. » Le médecin de l'école expliqua que c'était probablement juste une chute de tension, mais que, compte tenu des antécédents cardiaques de Sophie, il serait prudent de l'emmener à l'hôpital pour des examens. À l'hôpital, en attendant les résultats, Hélène et Michel s'assirent côte à côte dans la salle d'attente. Un magazine d'architecture était posé sur la table entre eux. Tous deux tendirent la main pour le prendre en même temps, leurs doigts se frôlant brièvement. Michel remarqua qu'Hélène rougissait légèrement. Il y avait quelque chose de différent entre eux ces dernières semaines. Les déjeuners hebdomadaires s'étendaient souvent pendant des heures. Les messages textes qui avaient commencé comme des mises à jour sur Sophie incluaient maintenant des blagues, des observations sur la journée, de petites confessions. « Hélène, » commença Michel, incertain de la suite, « je dois vous dire quelque chose. » Elle se tourna vers lui, les yeux attentifs. « Quoi ? J'ai peur que vous fassiez tous à l'emploi, les médecins, les déjeuners ou uniquement par gratitude. Et si c'est ça ? » Il hésita, « J'ai besoin que vous arrêtiez. » Hélène fronça les sourcils. « Pourquoi ?» Michel respira profondément. «
Parce que ça a commencé comme de la gratitude, mais pour moi, c'est devenu quelque chose de plus. Et si ce n'est pas la même chose pour vous, je dois le savoir maintenant, avant que je... Il ne termina pas la phrase, mais le sens était clair. Hélène resta silencieuse un instant, puis sourit. Michel Dubois, pour quelqu'un d'aussi observateur, vous pouvez être assez aveugle parfois. Que voulez-vous dire? Que j'ai passé ma vie entière entouré de gens qui voulaient quelque chose de moi. Argent, pouvoir, relations. Vous avez été la première personne depuis des années à me voir simplement tel que je suis. Non pas comme Hélène Vallon, PDG milliardaire, mais comme une femme effrayée coincée dans une voiture en flammes. Elle lui prit la main. Ce n'est pas de la gratitude. C'est la reconnaissance. D'âme à âme. Avant que Michel ne puisse répondre, le médecin apparut avec les résultats des examens. Au soulagement des deux, il n'y avait rien d'anormal avec le cœur de Sophie. L'évanouissement avait été le résultat de n'avoir pas pris de petit déjeuner et d'avoir trop joué au soleil. Quand ils retournèrent dans la chambre où Sophie se reposait, ils la trouvèrent en train de dessiner avec des crayons de couleur qu'Hélène avait apportés lors d'une visite précédente. « Qu'est-ce que tu dessines, princesse » demanda Michel, s'asseyant au bord du lit. Sophie montra le dessin, 4 figures se tenant la main. « C'est nous. Moi, toi, Tati, Hélène et Louise. Une famille. » Michel et Hélène échangèrent un regard, quelque chose de silencieux et de profond passant entre eux. « Ce serait sympa, non ?» continua Sophie, innocemment. « Si nous étions une vraie famille. Alors Louise serait ma sœur. » Michel ne savait pas quoi dire. Hélène sauva la situation, s'asseyant de l'autre côté du lit. « Les familles se présentent sous toutes les formes et tailles, Sophie. Certaines sont faites de sang, d'autres sont faites d'amour et de choix. L'important est que les gens se soucient les uns des autres et soient présents quand il le faut. » Sophie parut considérer cela profondément. « Comme toi et papa. Vous vous souciez l'un de l'autre, n'est-ce pas ?» Hélène regarda Michel par-dessus la tête de la fillette. « Oui, nous nous soucions l'un de l'autre. » Ce soir-là, après que Sophie eut reçu son congé, Hélène insista pour les ramener chez eux. Dans la voiture, la fillette s'endormit, épuisée par cette journée agitée. « Voulez-vous monter ? Je peux faire un café, » proposa Michel lorsqu'ils arrivèrent à l'immeuble simple où ils vivaient. Hélène hésita seulement une seconde. « J'adorerais. » L'appartement de Michel était petit mais impeccablement organisé. Des photos de Sophie décoraient les murs, ainsi que des dessins faits par elle. Un petit balcon abritait le jardin qu'il avait mentionné lors de leur premier café. « C'est simple, mais c'est chez nous, » dit-il, un peu gêné en voyant Hélène regarder autour d'elle. « C'est parfait, » répondit-elle avec sincérité. « Il a une âme. » Michel porta Sophie endormie dans sa chambre et revint pour trouver Hélène regardant les photos sur le mur. « Elle vous ressemble, » commenta Hélène. « Les mêmes yeux déterminés. »« Déterminés ? C'est un mot gentil pour têtu, » rit Michel, préparant le café. Ils parlèrent pendant des heures, le café oublié. Hélène parla de ses parents, morts quand elle n'avait que 19 ans, la laissant avec une entreprise mondiale à gérer et une sœur adolescente à élever. Elle parla de la façon dont elle avait construit des murs autour de son cœur pour survivre. Elle parla de la peur constante de perdre Louise aussi. Michel raconta ses rêves reportés de devenir ingénieur, sa culpabilité de ne pas pouvoir donner à Sophie tout ce qu'elle méritait, les nuits où il pleurait seul dans la salle de bain pour que sa fille ne le voie pas flancher. Il était presque 2 heures du matin quand Hélène réalisa l'heure. « Je dois y aller. Louise va se réveiller et s'inquiéter si je ne suis pas à la maison. » À la porte, ils hésitèrent, piégés dans cet instant entre amitié et quelque chose de plus. « Michel, » dit. « T'es Hélène doucement, quand cette voiture a pris feu, j'ai pensé que ma vie était finie. Maintenant, je réalise que, d'une certaine manière, elle ne faisait que commencer. » Il ne répondit pas avec des mots. Lentement, lui laissant le temps de reculer si elle le souhaitait, il se pencha et l'embrassa. Ce fut un baiser doux, hésitant, rempli de questions non formulées. Hélène répondit sans hésitation, ses mains trouvant le chemin de son visage. Quand ils se séparèrent, Michel rit doucement. « Vos mains sentent le parfum de luxe français. Les miennes, le désinfectant. » Hélène sourit. « Combinaison parfaite, vous ne trouvez pas ? Complémentaire. » La nouvelle du sauvetage dramatique parvint finalement à la presse, 3 mois après l'incident.
Un reporter d'investigation découvrit que la PDG de Valontech avait été sauvée par un concierge alors que des pompiers professionnels hésitaient. Hélène fut forcée de donner une conférence de presse pour calmer les actionnaires inquiets pour sa sécurité. Les journalistes remplirent la salle de conférence de l'entreprise, avides de détails sur la « romance entre la milliardaire et le concierge », comme certains tabloïds l'appelaient déjà. « Mademoiselle Vallon, comment vous sentez-vous d'avoir été secourue par un simple concierge alors que des professionnels formés étaient présents ?» demanda un journaliste, son ton condescendant. Le silence s'empara de la salle lorsqu'Hélène se leva, les yeux brillants d'une indignation contenue. Premièrement, il n'y a pas de simple concierge. Michel Dubois a un nom, une histoire et une dignité qui méritent le respect. Deuxièmement, cet homme a plus de courage et d'intégrité que quiconque dans cette salle. Moi y compris. Elle fit une pause, regardant directement les caméras. Ce que j'ai appris ces derniers mois, c'est que la valeur humaine ne se mesure pas par un compte en banque ou un titre professionnel. Michel m'a sauvé non seulement du feu, mais d'une vie où je voyais des fonctions au lieu de personnes. Et si c'est une histoire pour vos journaux, alors écrivez ceci, la vraie histoire n'est pas qu'un concierge a sauvé une PDG. C'est qu'un être humain extraordinaire en a sauvé un autre, et dans le processus, nous a rappelé à tous ce qui compte vraiment. La salle explosa de questions, mais Hélène leva la main, les faisant taire. Et pour répondre à la question que vous voulez vraiment poser, oui, nous sommes ensemble. Non pas comme concierge et PDG, mais comme Michel et Hélène. Comme deux personnes qui ont découvert que les divisions que nous créons entre nous sont des illusions qui nous empêchent de voir ce que nous partageons, notre humanité. La même semaine, Hélène annonça la création du Fonds Dubois Vallon, doté d'1 million d'euros initial, destiné à soutenir les familles de travailleurs dont les enfants avaient besoin de traitements médicaux non couverts par les assurances maladies conventionnelles. Michel fut nommé président du conseil d'administration. Dans le cadre de l'enquête sur l'incident, les pompiers qui avaient hésité lors du sauvetage firent l'objet d'une enquête. Il fut découvert qu'ils suivaient des protocoles obsolètes et qu'il y avait des problèmes systémiques dans la corporation. L'affaire entraîna une révision complète des procédures d'urgence dans la ville. Un dimanche, 2 mois après la conférence de presse, Michel, Hélène, Sophie et Louise faisaient un pique-nique au parc des Buttes-Chaumont. Les fillettes couraient sur la pelouse, poursuivant les bulles de savon que Michel soufflait. Elles ressemblent à des sœurs, commenta Hélène, observant comment Louise tenait la main de Sophie pour l'aider à grimper sur un petit arbre. Elles le sont pratiquement, répondit Michel. Depuis que nous passons plus de temps ensemble, Sophie a arrêté de poser des questions sur sa mère biologique. Je pense qu'elle a finalement trouvé ce qu'elle cherchait. Hélène posa sa tête sur son épaule. Et vous? Avez-vous trouvé ce que vous cherchiez? Michel sourit, entrelaçant ses doigts dans les siens. J'ai trouvé ce que je ne savais même pas chercher. Quelqu'un qui me voit. Vraiment me voit. Les filles revinrent en courant, tombant sur la couverture de pique-nique dans une confusion de rire. Tati Hélène, dit Louise, soudain sérieuse, quand est-ce que toi et tonton Michel allez vous marier? Parce que Sophie et moi avons déjà tout prévu. Je vais lancer les fleurs et elle va apporter les alliances. Les adultes échangèrent des regards surpris. C'était la première fois que le sujet était abordé si directement. C'est trop tôt pour y penser, ma chérie, répondit Hélène, rougissant légèrement. Pourquoi, insista Sophie. Vous vous aimez, n'est-ce pas? La maîtresse a dit que quand les gens s'aiment, ils restent ensemble pour toujours. Michel rit, serrant sa fille dans ses bras. La vie adulte est un peu plus compliquée, princesse. Seulement parce que vous la rendez compliquée, répondit Sophie avec la sagesse déconcertante des enfants. Ce soir-là, après avoir ramené les filles à la maison, Michel et Hélène marchèrent le long de l'avenue des Champs-Élysées, le contraste entre les gratte-ciel illuminés et le ciel étoilé créant un décor presque magique. Elles ont raison, vous savez, dit Hélène, rompant le silence confortable. Nous compliquons les choses. Comment ça? J'ai passé des semaines à analyser comment le conseil réagirait, comment les actionnaires verraient notre relation, comment la presse déformerait notre histoire. J'ai oublié de demander la seule chose qui compte. Et quelle serait-elle? Hélène s'arrêta, se tournant pour le regarder. Si nous sommes heureux ensemble. Si ceci, elle fit un geste entre eux, est réel, vrai et suffisant. Michel prit ses mains dans les siennes. Et c'est le cas? Pour moi, oui. Plus réel que tout ce que j'ai jamais vécu. Elle hésita. Et pour vous? En réponse, Michel l'embrassa, là, sur le trottoir animé, sous les lumières de la ville qui ne dort jamais.
Quand ils se séparèrent, il sourit. Cela répond à votre question? Ils continuèrent à marcher, mains entrelacées, deux mondes qui étaient entrés en collision et, au lieu de la destruction, avaient créé quelque chose de entièrement nouveau. 6 mois plus tard, par une nuit de décembre, Hélène se retrouva seule dans son bureau, des larmes silencieuses coulant sur son visage. Une affaire importante s'était effondrée cet après-midi-là, un contrat international qu'elle négociait depuis des mois, qui aurait représenté une expansion significative pour l'entreprise. Ce n'était pas seulement l'argent. C'était le sentiment d'échec, quelque chose qu'Hélène éprouvait rarement depuis qu'elle avait pris le contrôle de l'entreprise à 19 ans. Le poids de la responsabilité envers les employés, les actionnaires, Louise semblait soudain écrasant. La porte du bureau s'ouvrit silencieusement, et Michel entra. Il l'attendait souvent quand elle travaillait tard, amenant Sophie jouer avec Louise à l'étage de loisirs qu'Hélène avait créé pour les enfants des employés. « Vous pleurez ?» constata-t-il, sans jugement. Hélène essaya de dissimuler, essuyant ses larmes. « Le contrat avec les Allemands. Ils ont signé avec notre concurrent. » Michel ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il alla vers le placard de fournitures de nettoyage qu'il maintenait encore dans le coin de son bureau, prit une serpillière et commença à nettoyer le sol méticuleusement. Hélène l'observa, perplexe. « Vous nettoyez mon bureau, maintenant ?» Il haussa les épaules, continuant le mouvement rythmé de la serpillière. « C'est ce que je sais faire. Nettoyer les désordres. » La simplicité de ce geste revenir à ce qu'il connaissait, à ce qu'il faisait avec compétence et dignité toucha profondément Hélène. Ce n'était pas un conseil d'entreprise. Ce n'était pas de la pitié. C'était juste la présence, la constance. Riant entre ses larmes, Hélène enleva ses chaussures à talons de marque, prit un chiffon en microfibre du chariot de nettoyage et commença à polir son propre bureau. « Qu'est-ce que vous faites ?» demanda Michel, surpris. « J'apprends de vous. Certains désordres, nous devons les nettoyer ensemble. » Pendant près d'1 heure, ils nettoyèrent le bureau dans un silence confortable. Hélène polissait les surfaces, Michel nettoyait le sol. Quand ils eurent terminé, le bureau brillait sous les lumières de la ville qui scintillaient à travers les fenêtres panoramiques. « Mieux ?» demanda-t-il, rangeant les matériaux. Hélène acquiesça, ressentant un calme qu'elle n'avait pas éprouvé depuis des jours. « Beaucoup mieux. Parfois, nous avons besoin de faire quelque chose avec nos mains pour calmer l'esprit, » observa-t-il, se lavant les mains dans le petit lavabo du placard de fourniture. Mon grand-père disait ça. Il réparait des horloges. Hélène s'approcha, sentant l'odeur de désinfectant qui émanait de lui. Vous m'avez sauvé 2 fois, dit-elle doucement. Une fois du feu. Une autre fois de moi-même. Michel la regarda, ses yeux sombres reflétant les lumières de la ville. Ce n'était pas un sauvetage, répondit-il, touchant son visage avec des mains encore humides. C'était de la reconnaissance. Je connaissais ce désespoir chez votre nièce. Je vis avec tous les jours. Il l'embrassa alors, ses mains calleuses tenant son visage comme s'il était fait de porcelaine précieuse. Le parfum cher d'Hélène Chanel numéro 5 se mélangea à l'odeur de désinfectant au citron sur ses mains. C'était la combinaison la plus parfaite qu'aucun d'eux n'ait jamais expérimentée. Un mouvement à la porte attira leur attention. Sophie et Louise regardaient par l'entrebâillement, les mains couvrant leur bouche pour contenir leur rire. Enfin, s'exclama Louise, ne pouvant plus se retenir. « On va vraiment être sœurs maintenant ?» demanda Sophie, les yeux brillants d'espoir. Michel et Hélène échangèrent des regards, surpris puis amusés. « Vous deux ne devriez pas être dans la salle de jeu ?» demanda Hélène, feignant la sévérité. « On est venu vous chercher parce qu'il est temps de rentrer » expliqua Louise. « Mais je crois que maintenant on va tous rentrer dans la même maison, non ?» Les enfants entrèrent dans le bureau, s'approchant timidement. Michel s'agenouilla pour être à leur hauteur. « Aimerez-vous ça ? Que nous soyons une famille. » Toutes deux acquiescèrent avec enthousiasme. Sophie, généralement la plus timide, fut la première à parler. « Tu es heureux maintenant, papa. Et Tati Hélène aussi. » Les enfants sont très observateurs, commenta Hélène, s'agenouillant à côté de Michel. « Alors, qu'en pensez-vous ? Devons-nous essayer d'être une famille ? » Vous l'êtes déjà, répondit Louise avec la simplicité profonde de l'enfance. Vous avez juste besoin de vous en rendre compte, comme nous. Ce soir-là, pour la première fois, les 4 dînèrent ensemble dans le penthouse d'Hélène. Pendant que les filles regardaient un film dans le salon,
Michel et Hélène parlaient sur le balcon, observant la ville en contrebas. Ça ne sera pas facile, commenta-t-il. Les gens vont parler. Votre famille pourrait ne pas approuver. Vos actionnaires pourraient remettre en question. Laissez-les parler, répondit Hélène avec tranquillité. J'ai appris quelque chose d'important ces derniers mois, les opinions qui comptent vraiment sont celles des personnes qui nous voient vraiment. Le reste n'est que bruit. Michel lui prit la main, traçant les lignes de sa paume avec son pouce. Et vous, Hélène Vallon? Vous me voyez vraiment? Hélène sourit, se souvenant du premier jour où elle avait vraiment remarqué Michel, frottant le sol du hall alors qu'elle passait pressée pour une réunion. Combien de fois avait-elle marché près de lui sans vraiment le voir? Je vous vois, Michel Dubois. Je vois votre courage, votre dignité, votre cœur énorme. Je vois comment vous regardez votre fille comme si elle était le plus grand trésor du monde. Je vois comment vous travaillez sans vous plaindre, comment vous valorisez des choses qu'aucun argent ne peut acheter. Elle toucha doucement son visage. Et je vous remercie tous les jours de m'avoir appris à voir aussi. Il savait que le chemin ne serait pas facile. Qu'il ferait face à des préjugés, des doutes, de la désapprobation. Que combiner leurs vies si différentes exigerait de l'engagement et de la patience. Que les filles auraient besoin de temps pour s'adapter. Que le cœur de Sophie, bien qu'opéré avec succès, serait toujours une préoccupation. Mais cette nuit-là, sous les étoiles de décembre, deux survivants trouvèrent l'un dans l'autre non pas un sauveur, mais un miroir, quelqu'un qui compte. René que vivre n'était pas le contraire de la perte, mais le contraire d'abandonner. Et l'amour, découvrirent-ils, ne commençait pas par le feu et le sauvetage. Il commençait par le courage de voir l'invisible et d'honorer l'ordinaire comme extraordinaire. Quelqu'un vous a-t-il déjà sauvé d'un incendie ou d'une situation de risque? Racontez-nous en un mot comment a été cette expérience ou comment vous pensez que vous réagiriez dans cette situation.